Schilt, le coordinateur TRIS du pôle de Grenoble. Et c'est moi qui vais modérer et animer cette deuxième session qui est consacrée donc à la santé sexuelle. Alors, dès qu'il s'agit de santé sexuelle, en ce qui me concerne, ce ne sera pas une surprise pour celles et ceux qui ont lu l'édito que j'avais écrit pour le Corévi Arc-Alpin, parce que j'en suis également la vice-présidente. Dès qu'il s'agit de santé sexuelle, moi je pense à Fricadelle. La Fricadelle, comme vous le savez, enfin en tout cas pour les gens qui sont originaires du Nord ou de la Belgique, c'est un grand mystère. Tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Non, c'est l'inverse. Tout le monde sait ce que c'est qu'une fricadelle, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Et quand on parle de santé sexuelle, souvent, on oublie de préciser le champ dans lequel, de quoi on parle, en fait. Et cette deuxième session, qui est intitulée Santé sexuelle et écoute, écouter qui, écouter quoi et dans quel but, va parler de santé sexuelle. Donc c'est un concept qui n'est pas nouveau en fait, qui a été développé à partir de 1975 lors d'une conférence qui était sous les auspices de l'OMS en fait. En France, la première stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 définit à l'horizon 2030 donc les grandes orientations nationales partagées au niveau interministériel en faveur d'une meilleure santé sexuelle. Bon, la première feuille de route arrive à son terme, on attend la seconde. Mais au-delà de la fricadelle, le concept même de santé sexuelle questionne le fait que l'État, finalement, s'occupe de notre santé sexuelle, interroge. Mais ça, on va peut-être en discuter avec toi, Sophie Florence, donc médecin généraliste et spécialiste de santé publique, co-responsable du Centre de santé sexuelle de Paris, Centre, et membre du comité de pilotage de la stratégie nationale santé sexuelle, outil des Cégides. SIDA Infoservice, fort de 30 ans d'expérience de l'écoute dans le champ de la prévention du VIH, des IST, des hépatites, on va pas refaire ce qu'on a fait en première partie, déploie depuis plusieurs mois, ça a été dit 2 fois déjà, je crois, depuis tout à l'heure, une nouvelle offre de service dans le domaine de la santé sexuelle. Le docteur Aram Remboj, directrice de SIS, nous présentera les évolutions des missions de l'association et son élargissement au champ de la santé sexuelle. Alors, c'est une session qui aura un petit peu le même principe que ce qui s'est passé précédemment, avec donc 2 premières interventions. Une lecture qui sera faite par Gaël Sidbon, qui est le coordinateur TRIS du pôle d'écoute de SIS Montreuil, qui nous lira donc un texte de René-Paul Leraton. René-Paul, c'est une figure historique du militantisme gay, et c'est aussi le créateur, au sein de SIDA Infoservice en 1997, de la ligne Azur. René-Paul, c'était également une sœur de la perpétuelle indulgence, sœur Ursita, pinage passif, divine, de Plessis-Bellière, c'était son nom. Après donc l'intervention, la lecture de Gaël, nous enchaînerons et terminerons cette session avec une table ronde. Elle sera l'occasion de partager des expériences, mettra en évidence la diversité des services, des acteurs, des actrices à l'écoute de la santé sexuelle. Voilà. Donc je vais inviter Sophie à nous rejoindre. Merci Sophie d'être là. Et puis, en fait, tu vas nous parler effectivement du concept de santé sexuelle, mais via le prisme de la stratégie nationale de santé sexuelle et de cette deuxième feuille de route qu'on attend, mais surtout des questions qu'elle suscite, et puis aussi de ce que ça peut susciter pour toi en tant que médecin dans ta pratique, ce que ça veut dire tout ça en fait. T'as 20 minutes. Merci. Je vais essayer d'aller vite et de parler lentement. Je suis Sophie Florence, je suis médecin co-responsable du Centre de santé sexuelle. Je pense que c'est aussi pour ça que vous m'avez invité. Et je suis membre du copie de la deuxième feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle, dont je ne pourrais pas dire grand-chose puisqu'elle n'a pas été publiée. Et elle devait sortir il y a fin octobre, début novembre. Elle est retardée, elle va sans doute sortir à l'occasion de la journée mondiale du sida.
ce qui fait que les liens sont encore tenus et que voilà, il reste. Je voulais remercier vraiment SIS de m'avoir invité. Je suis assez émue d'être ici. Pour moi, SIS, c'est une association, un dispositif qui est très important dans notre pratique au quotidien, dans les centres de dépistage, parce que quand l'usager s'en va, on sait qu'il y a un service derrière de qualité qui permet de répondre à ces interrogations quand on est fermé, qui permet d'écouter. Il y a tout ce volant écoute, il y a le volant cartographie aussi, parce que c'est SIS qu'on utilise pour mettre à jour nos heures d'ouverture, nos façons de fonctionner, et c'est extrêmement utile. Je remercie Jean-Louis au passage. Et puis tout le côté témoignage aussi, qui apporte énormément d'informations sur les croyances, sur ce qui se passe en fait dans la société et qui est très utile. Voilà, pour la petite histoire, moi je suis donc médecin généraliste, médecin de santé publique, avec un long passé dans l'accès aux soins. Je suis arrivée dans le VIH assez par hasard quand j'ai passé le concours de la fonction publique territoriale. Et qui dit fonction publique territoriale, j'ai trouvé un poste au sein d'un centre médico-social à Paris qui était un CDAG, c'était le CDAG Sidis du Figuier. Et du coup, voilà, j'ai découvert le VIH, j'ai d'ailleurs déconstruit, reconstruit tout ce que j'avais appris par l'entretien de counseling dans mes études médicales. Et je suis arrivée le 30 novembre 2009. Et le 1er décembre 2009, il y avait l'inauguration du 190. Donc j'ai rencontré Gaëlle, j'ai rencontré SIDA Info Service. Voilà, et donc je pense aussi à Philippe Dodd et Michel Ohaillon qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui m'ont beaucoup appris et qui étaient des écoutants de SIDA Info Service. Moi, j'ai jamais été écoutante, mais j'ai très vite assisté à des écoutes et appris aussi le métier grâce à SIDA Info Service. Toute la présentation précédente a bien montré l'historique du VIH. J'ai posé cette question sur l'exceptionnalité du VIH qui, moi, m'interroge dans ma pratique au quotidien. Mais cette diapo, par exemple, je la montre très souvent en formation, aux différentes formations que je fais sur le VIH et les IST. Et pour bien comprendre le VIH, il faut vraiment comprendre tout ce qui s'est passé avant 1996, à quel point ça a transformé la société, et notamment les représentations sociales et les discours par rapport à la sexualité. On retrouve cette évolution dans les discours et dans les campagnes qui ont été faites, à la fois autour de l'humour, à la fois plus basées sur la peur, qui d'ailleurs certaines, à mon avis, n'ont pas fait que du bien. Mais voilà, actuellement, c'est vraiment tout le travail sur les préjugés qui fait actuellement le lit de l'épidémie et contre lequel il faut lutter. On voit aussi l'évolution de la réduction des risques à la prévention combinée et aujourd'hui à la santé sexuelle dans son ensemble. Un autre point en préambule, c'est que finalement aujourd'hui, les personnes qui consultent, pour faire un test VIH, n'ont plus besoin d'aller dans un centre de dépistage ou de voir un médecin même. C'est les dates qui étaient là-haut en fait, les dates principales, 80 les premiers cas, 84 la découverte du virus, 87 les premiers traitements. Cette date vraiment charnière de 96 qui a transformé une maladie, un diagnostic de mort annoncé à une maladie chronique. Et puis seulement 2010 pour la démédicalisation de l'accès au dépistage. Et encore en 2015 avec les autotests et après. Donc voilà, aujourd'hui, avec au labo sans ordo qui va être généralisé dès le 1er janvier, et puis les autotests, même si les autotests, c'est pas passé facilement, et j'ai encore vu à des colloques de la SFLS des gens dire que non, c'était impossible de faire des autotests du VIH. Moi, je pense que vraiment, le plus important, c'est de le savoir. Donc je suis vraiment pour la diffusion des autotests à une échelle encore plus large que seulement les pharmacies ou les associations habilitées. Mais tout ça se discute et fait débat aujourd'hui. Voilà, donc le constat, c'est ce changement de paradigme. Et pour avancer dans la lutte contre le VIH, je crois qu'il faut vraiment élargir, puisqu'aujourd'hui on a vraiment tous les outils qui permettent de stopper l'épidémie. Malgré tout, on a toujours 6000 diagnostics par an. Donc il faut utiliser d'autres vecteurs et la santé sexuelle en est un, et il s'agit de plus se baser sur la sécurité, mais d'aller vers des notions comme le plaisir, et puis le consentement, l'autonomie, la réciprocité, l'égalité et le respect. Tout ça en plus avec une évolution de la société qu'on retrouve dans l'évolution des plans de la DGS, avec les anciens plans quadriennaux contre le VIH qui sont devenus depuis 2017 cette stratégie nationale
de santé sexuelle qui fait suite aux différents rapports qui avaient montré que les politiques publiques étaient morcelées de multiples acteurs. Donc là, on est vraiment dans une démarche globale, inclusive, pour que la société soit fondée sur l'autonomie, la satisfaction et la sécurité. Elle est d'ailleurs gravée dans le long terme, ce qui n'est pas si fréquent dans les politiques publiques, 2017-2030. Voilà, je vous rappelle bien sûr ce qu'est la santé sexuelle, qui fait partie intégrante de la santé et du bien-être, et qui n'est pas seulement l'absence d'IST et qui couvre tous les domaines. Aujourd'hui, la santé sexuelle dans l'approche, dans les structures, dans les dispositifs de santé, elle est vraiment autour de deux entités. Celles qui viennent de la contraception, notamment via l'association de la maternité heureuse, qui est devenue le mouvement du planning familial et qui gère les centres de planification et d'éducation familiale. Et de l'autre côté, tout ce qui vient des dispositifs antivénériens, avec forcément l'avènement des CDAG suite à l'épidémie de VIH, et puis des sidistes. Et depuis 2016, les CGID, dont les missions ont été élargies à la santé sexuelle, et qui d'ailleurs, les missions sont les mêmes des CPEF et des CGID. Il y a un rapport IGAS là, qui vient d'être lancé sur justement comment rapprocher ces structures. Il y a eu aussi l'émergence de centres de santé sexuelle, au départ communautaires, et de plus en plus grand public. Donc les forces en présence, cette diapo qui vient justement de la DGS, qui montre bien les différentes forces en présence, avec en jaune toute l'offre qui est des dispositifs de prévention, de prévention et dépistage, en vert les dispositifs d'information et de promotion de la santé, en violet les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge, tout ça piloté par les ARS et plus ou moins coordonné par les Corévis qui finalement se posent la même question, est-ce que les Corévis doivent devenir la coordination de la santé sexuelle sur leur territoire? Il y a aussi des dynamiques locales au sein des programmes régionaux de santé, des conseils locaux de santé et des communautés, des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et il y a un réseau aussi qui est le réseau des villes sans sida qui ont des actions autour de la santé sexuelle. Associés à ces structures, il y a de nombreux partenaires, dont bien évidemment fait partie SIDA Info Service, mais aussi par exemple le 3919 et plein d'autres associations ou sites internet. Je ne peux pas parler des structures et des forces en présence en santé sexuelle sans évoquer toute l'offre libérale des médecins, mais aussi des sages-femmes, infirmières, des conseillères conjugales et familiales et des sexologues qui sont à peu près 700 en France aujourd'hui. Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs, mais ça manque de coordination. Donc je vais revenir juste sur nous, ce qu'on a fait au centre de santé sexuelle, puisqu'on a vraiment cherché à passer du CDAG au CDAG sidiste. Il y a eu la réforme des CGID et on s'est rapproché, on a fusionné deux CGID, associé des personnels de CPEF pour essayer d'englober tous les champs de la santé sexuelle. On a des actions dans et hors les murs. On est grand public, mais on essaie de toucher les populations à la fois les plus exposées ou les plus éloignées du soin. Et ça passe par différents partenariats. Et pourquoi ça marche sur le terrain, cette approche globale de la santé sexuelle, même si ce n'est pas une spécialité médicale, il y a des gynécos, il y a des dermatos, il y a des généralistes, mais c'est que la philosophie, en fait, de la planification et de la lutte contre le VIH, c'est vraiment la même, surtout avec la prévention combinée. C'est que voilà, le meilleur moyen de se protéger contre la grossesse, contre le VIH, c'est celui que la personne va choisir. C'est elle qui va connaître le moyen qu'elle peut utiliser et ça peut changer durant toute la vie. L'outil d'ailleurs qu'on utilise, c'est vraiment le counseling. Donc voilà, ça marche très bien sur le terrain. Je vais revenir sur les actions de la feuille de route numéro 1. Il y a des actions qui existent et qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a des actions en faveur de l'éducation, de la sexualité, de la formation des professionnels. On est très petit, mais il faut vraiment... il y a cette loi de 2001 qui veut qu'il y ait de l'éducation à la sexualité, et pas une séance en 4e, mais 3 séances par an, du CP à la terminale. Il y a eu une nouvelle instruction. Voilà, après, il faut travailler de façon interministérielle pour mettre en place ce programme. Il y a des actions de formation, notamment via le service sanitaire, et le DPC. Après, il y a des actions qui cherchent à améliorer l'offre pour tous. Il y a la semaine du dépistage qui a été mise en place en 2019.
Le pass préservatif, là il y a une action qui est sortie récemment sur l'accès, un meilleur accès pour la contraception et l'IVG avec le remboursement des contraceptifs jusqu'à 25 ans. Il y a la primo-prescription de la PrEP en ville aussi qui est depuis juin 2021. Voilà, il y a des populations qui ciblent, il y a des actions qui ciblent les populations clés, notamment la mise en place des centres de santé sexuelle communautaires. Et puis le bilan migrant primo-arrivant qui n'est pas encore tout à fait développé, qui devrait l'être prochainement. Donc sur la feuille de route numéro 2, je vous ai dit malheureusement je n'ai pas grand-chose à révéler. C'est vraiment une approche globale pour tous et une approche populationnelle et une démarche dynamique et continue. On veut continuer bien sûr les actions qui fonctionnent de la feuille de route 1. Dans la méthodologie de travail, il y a eu 5 groupes de travail. Il y a eu un groupe qui était sur la promotion, l'éducation et l'information. Et donc il y aura énormément d'actions, je pense, autour de ce groupe. Bien sûr, renforcer les dépistages, je vous l'ai dit, améliorer la visibilité de l'offre et la coordination. Et cette mission IGAS, elle en fait partie. Voilà, toujours toucher l'ensemble des populations. Et il y a un gros travail à faire par rapport à la feuille de route numéro 1, il me semble, c'est développer des indicateurs précis et concrets qui montrent que cette stratégie nationale de santé sexuelle, elle est appliquée et efficace. Donc je vous ai dit, ça a fait évoluer toute la société, on parle de cette stratégie, mais autour de nous, dans la société, ça bouge. Et il y a énormément d'informations partout, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et puis, enfin, par exemple, la pornographie, mais il y a des marques aussi qui se saisissent de ces messages autour de la sexualité. Vous voyez le métro, cette pub Adobe qui est plutôt bien faite. Cette série aussi qui est plutôt bien faite en éducation à la sexualité. Donc voilà, comment, alors que la société évolue, on doit bouger, on doit parler de santé sexuelle. Même effectivement, tu as interrogé la notion de qu'est-ce que l'État, voilà, comment l'État et comment ça peut créer de nouvelles normes. Donc il y a le site questionsexualité.fr qui remplace Choisir sa contraception et infoist.fr qui est mis en place par Santé publique France. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une campagne du Queensland en Australie qui promeut la masturbation. Donc jusqu'où l'État rentre dans nos lits. J'ai un petit exemple dont on m'a parlé hier. Aux États-Unis, il y a à peu près 80% de la population qui est circoncise, des hommes donc bien sûr, et il y a des mouvements, des personnes avec pénis, il y a des mouvements qui se associent aujourd'hui la circoncision à une mutilation sexuelle et qui se battent pour ne plus circoncire comme ça. Voilà. En tout cas, c'était des questions qui sont soulevées un peu partout. Donc, comment parler de sexualité? Donc, c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir une attitude assez proactive qui va aller de plusieurs types de questions, sur la qualité de vie globale, sur la qualité de vie relationnelle et des questions plus ciblées vraiment sur la satisfaction vis-à-vis des rapports sexuels et de la sexualité. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte et de laisser le message. Soit la personne s'en saisit au moment où on en parle, soit elle s'en saisit pas et elle reviendra plus tard. L'autre solution, c'est vraiment de développer ce travail en réseau. Parce que si on aborde cette question, il faut derrière avoir des réponses, enfin, surtout des orientations, je pense. Et donc c'est important que tous les acteurs se mobilisent. Ça, c'est une diapo aussi que je présente pour les formations médicales. C'est vrai que l'intégrer directement dans l'interrogatoire systématique quand on voit un patient, c'est très utile. Ça passe par le nombre de partenaires et le sexe de ces partenaires pour identifier certains facteurs d'exposition. Il y a un document anglophone qui reprend les 5 P, les partenaires, les pratiques, la protection contre les IST, la protection des grossesses, les antécédents d'IST, et j'ai même rajouté un 6e P qui est le plaisir. J'étais fière de moi. Et ça c'est une diapo très importante, c'est les niveaux d'intervention de l'OMS. Et en fait, l'OMS a défini plusieurs niveaux de problèmes sexuels. Les premiers problèmes, c'est des problèmes simples liés à l'absence de connaissances. En deuxième, c'est des problèmes, des difficultés liées à des croyances culturelles ou des mythes. Et du coup, le premier niveau de réponse face à ces problèmes, c'est vraiment de l'information pure. Et on le voit dans nos consultations, ça peut être très clairement la taille du pénis. Et voilà, donc ça c'est une réponse simple, et ce premier niveau représente un tiers des troubles
Donc il est relativement accessible. Les troisième et quatrième niveau, c'est les difficultés relationnelles de couple avec le ou les partenaires. Et puis les problèmes psychologiques plus de la personne. Et là, c'est des relations de counseling, des relations de conseil. Un niveau de connaissance minimal et la méthodologie de counseling permet de répondre à ce deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, c'est encore un tiers des problèmes. Donc on est à 2 tiers, et avec 2 tiers sans être sexologue, on peut répondre aux problèmes de santé sexuelle qui émergent dans les discussions. Enfin, les dysfonctions somatiques ou les conséquences d'usage de psychotropes ou de médicaments. Et là, en général, c'est plus un besoin de thérapie. Sophie, on est sur la fin. Ah ouais, ok. Bon, les freins, je vais le passer. Les leviers à l'abord. Voilà, mais ça revient même parce que l'idée c'est si on a un sentiment d'illégibilité, c'est souvent parce qu'on n'est pas formé, et donc il y a différentes formations avec les EMI parce que il y a de nombreux MOOC, de nombreuses formations. Je reviendrai sur formapreg.org qui va évoluer en formation santé sexuelle. Il y a ce petit guide là qui a été créé par le RESPAD qui est vraiment super pour les interrogatoires en santé sexuelle. Et puis du coup le développement de réseaux, et du coup je fais un peu de pub pour le réseau de santé sexuelle publique. Ah oui, c'est pas moi qui gère les diapos. C'est indépendant. Donc le réseau de santé sexuelle publique qui a sa journée nationale vendredi prochain à l'Hôtel de Ville à Paris. L'inscription est gratuite. Et c'est vraiment l'idée de faire réseau en santé sexuelle avec tous les acteurs de la santé sexuelle publique. Après, il y a aussi des outils qu'on peut utiliser. Il y a le violentomètre, il y a l'écriture inclusive qui permet, dès le livret d'accueil, à l'ensemble des personnes de se reconnaître et de pouvoir avoir accès à l'information. Et puis là, récemment, l'ANSSIC a communiqué, a fait 6 films pour lutter contre les idées reçues autour de la contraception, accessibles aux personnes malentendantes et aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et pour finir, effectivement, je reprends Monsieur Jourdain, parce que de la santé sexuelle, on en fait, sans le savoir ou en le sachant, mais en tout cas, quand on parle et qu'on prend en charge les personnes autour du VIH, séronégatif ou séropositif d'ailleurs, parce que je crois qu'il faut arrêter cette scission et parler vraiment global, et le TASC, la PrEP, ça rentre dans ce champ de la santé sexuelle, si on veut pouvoir que les personnes prennent bien leur traitement, par exemple. Mais donc quand on propose le vaccin contre le HPV, quand on parle du ou des partenaires, on fait déjà de la santé sexuelle. Donc bien sûr, il faut continuer à se former, il faut continuer les actions de recherche autour de la santé sexuelle et de la sexualité, il n'y en a pas assez. Et puis pour ça, bien sûr, il faut des financements. Mais bon, je voudrais finir juste sur une note optimiste qui, pour moi, quand on rentre dans ces questions de consentement, d'autonomie, de respect et de communication aussi entre les individus qui visent à toucher finalement toutes les dimensions de la société, on peut vraiment faire évoluer positivement les droits de tout. Merci pour votre attention. Merci Sophie.